Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission estivale malgré les apparences. Nous sommes aujourd'hui au château de Kergoroisdez, situé sur la commune de Breizh et bâti en amont de la Berre-Île-Dut. Ce château a été construit par François de Kergoroisdez entre 1598 et 1613. Au cours de cette émission, nous allons retrouver Virginie qui nous présentera 3 de ses coups de cœur au rayon voyage et nature. Mais auparavant, nous allons partir à la rencontre de 2 auteurs, Louis Brigand et Hervé Lecor. Partons maintenant à la rencontre de Hervé Lecor. Cet auteur a fait ses débuts à la Série Noire, puis il a publié chez Rivage, une maison d'édition dans laquelle il a obtenu de nombreux prix qui lui ont permis de s'imposer comme un auteur essentiel. Récemment, il a écrit Prendre les loups pour des chiens aux éditions Rivage. Dans ce texte, il nous raconte l'histoire de Franck à sa sortie de prison. C'est une intrigue dans laquelle se mêlent le mensonge et le malheur. Nous le retrouvons tout de suite en compagnie d'Anaïk. Hervé Lecor, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dialogue. Vous êtes venu nous présenter votre nouveau roman, Prendre des loups pour des chiens, paru en janvier 2017 aux éditions Rivage. Ce nouveau roman très noir se déroule dans le sud de la Gironde en été. Tout d'abord, pouvez-vous nous dévoiler quelques éléments de l'histoire? Qui est le personnage principal? Alors, le personnage principal, celui dont on suit constamment la trajectoire et les pensées, et les impressions et le point de vue, c'est Franck, un jeune type qui doit avoir dans les 25-26 ans, qui sort de prison. Il a purgé 5 ans parce qu'il a commis un braquage dans un supermarché en compagnie de son frère aîné. Son frère aîné ne s'est pas fait prendre, lui s'est fait attraper et il n'a pas parlé. Il a tout pris sur lui. Donc le voilà qui sort de prison. Il pense que son frère va venir le chercher. C'était plus ou moins convenu quelques semaines auparavant. Puis c'est pas le frère qui vient, c'est une jeune femme, plutôt affriolante, plutôt excitante. Et aussitôt, évidemment, il est séduit au moins physiquement par cette femme. Et elle va l'amener dans sa famille. Elle vit avec ses parents et avec sa fille, une petite fille de 8 ans qui s'appelle Rachel. Et Franck va se retrouver au milieu de ces gens. Et il va sentir petit à petit une tension qui va monter. Il va s'interroger sur leurs activités, qui sont des activités de petit trafic, de réparation et de comment dire, bricolage de voitures volées, enfin des choses comme ça. Il s'aperçoit qu'ils sont en conflit assez violent, voire armé carrément avec un gang, avec une équipe de trafiquants de drogue. Il y a une histoire de dette, enfin un truc assez tordu. Et il va être obligé, il va se sentir obligé de s'en mêler. Alors votre roman s'ouvre sur la rencontre, vous l'avez dit, entre Franck et Jessica, qui est la petite amie du frère de Franck, Fabien. Peut-on dire que cette première rencontre est à l'image de la suite des événements? Elle va créer entre eux un lien qui n'est pas un lien amoureux, qui est purement un lien physique, pratiquement animal. Ce n'est pas une histoire d'amour qui va se nouer entre eux, c'est une histoire de sexe, c'est une histoire de corps. Et Franck, c'est le cas de le dire, à son corps défendant, ne va pas pouvoir se détacher de cette liaison. Et c'est ça qui va l'entraîner finalement à encore plus loin dans les intrigues, dans la violence dont ces gens, aussi bien Jessica que ses parents, sont les responsables bien souvent. Jessica conduit Franck là où elle vit, en pleine campagne, au sein d'une famille plutôt volcanique et violente, vous l'avez dit. Souhaitiez-vous qu'au mur de la prison succède pour Franck une nouvelle forme d'enfermement, plus insidieuse, plus toxique? Oui, enfermement psychologique évidemment avec ces gens et avec cette liaison dont je parlais, de cette relation dont il ne peut se défaire. Et puis enfermement aussi parce que je l'installe assez vite dans une caravane qui est un lieu extrêmement exigu. Cette campagne autour de lui, assez hostile, ces pins, comme on les connaît dans le sud-ouest, en tout cas dans les Landes, qui sont autant de barreaux qui finissent par l'oppresser, l'enfermer aussi. Ça dépend du milieu naturel auquel il est confronté. Ou bien c'est une nature desséchée, hostile, au bord de l'incendie, comme parfois je le dis. Et dans ce cas-là, elle ne le rassure pas beaucoup, elle ne le calme, ne le rassénère pas beaucoup. En revanche, à la fin du bouquin, lorsqu'il se retrouve à la montagne, alors là, on est dans une nature effectivement apaisante, dans un sentiment de pureté, de transparence,
dans une nuit, bon, en plus les nuits en montagne, il n'y a rien de plus magnifique. Et voilà. Donc tout dépend de la nature dont je l'entoure. Il y a une nature qui va être oppressante, et il y a une nature qui sera au contraire une forme d'élévation et d'apaisement. Partons tout de suite à la rencontre de Louis Brigand. Professeur de géographie, il est aussi spécialiste des îles. Il a publié récemment Enes Sun aux éditions Dialogue. Dans ce carnet de géographe, il nous raconte l'île de Sein, son histoire, sa vie, ses habitants. Retrouvons-le tout de suite au micro de Morgane. Louis Brigand et Didier-Marie Le Bihan, vous êtes respectivement auteur et illustrateur d'Enes Sun, carnet d'un géographe à l'île de Sein. Louis Brigand, vous êtes professeur de géographie à l'UBO. Didier-Marie Le Bihan, ça fait 20 ans que vous habitez sur l'île de Sein et que vous êtes peintre là-bas. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre livre qui retrace, dessine, décrit l'atmosphère de l'île de Sein, son ambiance et les questions aussi autour de l'île. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et comment êtes-vous liés tous les deux à l'île ? Le livre, il est lié en fait au fait que depuis 4 années, j'y viens régulièrement et que je travaille sur les îles. Et je trouvais l'exercice intéressant. Je trouvais qu'il y avait une forme d'écriture qui était intéressante à imaginer. Louis m'avait demandé si je pouvais l'illustrer. Habitant à l'année là-bas, j'avais un œil peut-être qui était différent de quelqu'un qui n'y vivait pas. Moi, je suis un spécialiste de la peinture flamande, normalement, mais je fais beaucoup de croquis pour préparer, qui sont assez jetés, assez rapides, comme ça. Et donc, on a choisi de faire de l'aquarelle à l'encre et de l'encre pour aller un peu plus vite et avoir quelque chose de plus spontané, un peu plus vivant en même temps. Dans votre livre, Louis Brigand, vous mettez en avant un lien compliqué des Sénans avec la mer. Elle est à la fois nourricière, mais également destructrice et violente. Quel est le rapport des Sénans à la mer ? Le lien des Sénans à la mer, il est très fort, il est très ancien et profond, parce que l'île, de par sa structure géographique, son relief, est intimement lié à la mer. Et puis aussi par le fait que les hommes ont toujours été pêcheurs, ont toujours travaillé sur des bateaux de commerce, ou même dans la marine nationale, mais toujours avec un lien fort avec le bateau et la mer. Donc du coup, le lien s'est fait assez naturellement. Quand on a un territoire qui fait 1000 m², on ne peut pas imaginer ne pas avoir un lien avec la mer. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est que ce lien avec la mer, il s'est progressivement distendu. Et aujourd'hui, on peut s'interroger sur le lien qui existe encore avec la mer. Pouvez-vous nous rappeler l'épisode de 1940 qui fait de Sein la commune française la plus décorée au titre de la Seconde Guerre mondiale ? Ouais, c'est vraiment la chose la plus connue de l'île. C'est effectivement à l'appel du général de Gaulle. Les premiers qui sont allés le rejoindre à Londres, c'était les Sénans. Voilà. Et du coup, évidemment, ce fait historique a marqué profondément l'île et la marque toujours. C'est-à-dire que commune de 220 habitants, rencontre le président de la République au moins 1 fois par an. C'est pas rien. En premier lieu, quand on imagine la vie sur une île, on a en tête de beaux paysages, mais également une grande part de solitude. Est-ce que vivre à l'île de Sein est une existence solitaire ou pas du tout ? Non, enfin, Didier-Marie en parlera, mais non, vu de mon point de vue, on n'est pas solitaire quand on est à l'île de Sein. Je pense même que c'est l'inverse. On n'est pas nombreux, mais les relations entre les gens sont très fortes, très présentes et constantes. Donc on n'est pas du tout dans une situation de solitude, on est plutôt dans une situation au contraire où on est proches les uns des autres, dans une communauté solidaire et attaché à ces liens. Parce que ce qui fait la vie de l'île, c'est justement cette relation entre les gens. On est très proches, pour ceux qui habitent dans le bourg déjà, c'est 1 mètre les rues. Donc quand ils ouvrent la fenêtre, ils voient leurs voisins. Quand il y a une scène de ménage, tout le monde le sait. Bon, il n'y en a pas souvent, donc ça va, mais c'est un lien très 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 proche. Souvent même on dit, par exemple quand le bateau ne vient pas, à l'île de Sein, on dit ah tiens, le continent est isolé. C'est pas nous qui sommes isolés, c'est le continent. Nous voici à la librairie au rayon Voyage Nature où nous retrouvons Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Élise. Tu vas aujourd'hui nous présenter 3 coups de cœur et je crois que pour commencer, tu as décidé de nous présenter un livre du rayon Nature. Oui, tout à fait. Quoi de mieux pour commencer l'été qu'un plongeon en pleine nature ? Alors je vous propose un véritable coup de cœur, La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben aux éditions Les Arènes.
À partir de données scientifiques et d'anecdotes personnelles, ce forestier allemand nous fait pénétrer dans le monde incroyable des forêts et nous enseigne comment les arbres se comportent et communiquent entre eux et même à l'aide de l'immense réseau des champignons. On découvre également comment leur caractère est capable d'induire sur le moment propice où l'arbre se sépare de son feuillage. Certains seront plutôt anxieux, d'autres plus raisonnables. Peter Wohlleben prône une exploitation naturelle forestière et nous invite à réfléchir sur notre comportement vis-à-vis des végétaux. Merci pour ce conseil qui a l'air original. Et je crois que pour continuer, tu vas nous présenter un essai sur le silence. Oui, tout à fait. Alors j'ai tout de suite été attirée par cette magnifique couverture représentant l'œuvre de Waouzuki et par ce titre alléchant, quelques grammes de silence. Je n'ai pas été déçue, donc j'ai tout naturellement choisi de vous le présenter. Il est publié aux éditions Flammarion et rédigé par Erling Cage, un grand explorateur norvégien, également éditeur dans son pays. Dans cet essai très personnel, il nous fait partager son besoin de silence et les questions qui s'y rapportent, point de vue qu'il soumet d'ailleurs à ses 3 filles adolescentes plutôt adeptes des nouvelles technologies. Ce livre est une réelle invitation au bien-être, un petit livre qui pourrait bien devenir votre petit livre de chevet. Merci pour ce beau conseil qui a l'air apaisant. Et pour continuer, tu nous proposes un voyage en Espagne ? Oui, alors pour rester sur une note estivale, je vous propose de virer plein sud avec le dictionnaire insolite de l'Andalousie de Dolores Serrano Garcia, publié aux éditions Cosmopole. Pour tous ceux déjà qui ne connaîtraient pas cette magnifique collection, elle fonctionne comme un dictionnaire avec des mots qui tendent à présenter une image intime et insolite du pays, de la ville ou de la région en question. Ici, Dolores Serrano Garcia nous fait voyager des Carmenes, ces maisons typiques, des maisons de ville en campagne, typiques de Grenade, à l'art de couper le jambon, d'Islero, le taureau qui tua le fameux matador Manuelete, au lynx d'Ibérique, malheureusement en voie d'extinction. Voilà, encore une réussite pour cette collection. Merci beaucoup pour ces beaux conseils de lecture qu'on est impatient de découvrir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je vous retrouve le mois prochain. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et un beau mois de juillet.